J'avais attendu ce moment toute ma vie. J'ai passé des mois à chercher la robe de mariée parfaite, en dentelle ivoire, brodée à la main, avec une traîne qui scintillait comme de la poussière d'étoiles sous la lumière. Ce n'était pas seulement une robe, c'était le symbole de mon amour pour Mathieu, l'homme pour qui j'avais tant lutté. Nous nous étions rencontrés à la Sorbonne lors d'un échange universitaire. Moi, Hélène Martin, une fille de Lyon avec de grands rêves, lui un Parisien issu d'une famille fortunée. Dès le début, sa mère, Béatrice, m'a regardée comme si j'étais une intruse dans son royaume. Pour elle, j'étais trop simple, trop provinciale pour son fils. « Les filles comme toi ne cherchent qu'un nom et de l'argent », m'a-t-elle dit un jour, quand Mathieu n'était pas là. Ces mots m'ont blessée, mais j'ai décidé de ne rien lui dire. À quoi bon créer des problèmes? Je savais ce que je ressentais, et je pensais qu'avec le temps, elle apprendrait à me connaître. Le matin du mariage fut chaotique de la plus belle des manières. Les fleurs sont arrivées, mes amis de toujours riaient en m'aidant à me coiffer, et mon cœur battait plus vite à chaque minute qui passait. Ma mère, les larmes aux yeux, m'enlaçait chaque fois qu'elle entrait dans la pièce. « Ma chérie, » murmurait-elle, « tu es si belle. » La robe était fièrement suspendue près de la fenêtre de la suite nuptiale, dans ce château, historique près de Tours, captant la lumière du soleil comme dans un conte de fées. Ma petite sœur, Lucie, ne cessait de prendre des photos. « Pour Instagram, » disait-elle en riant, même si je savais qu'elles étaient destinées à immortaliser chaque seconde de cette journée dont nous avions tant rêvé. Mes cousines ont apporté le petit déjeuner traditionnel, des croissants et des pains au chocolat, une tradition familiale incontournable pour toute célébration. J'étais nerveuse, oui, mais surtout excitée. Je me sentais comme une reine, sur le point d'entrer dans le reste de sa vie. La robe était spéciale, non seulement pour sa beauté, mais parce qu'elle représentait l'effort de ma famille. Ma mère et ma grand-mère avaient contribué avec une partie de leurs économies pour m'aider à l'acheter. Une femme doit se sentir comme une déesse le jour de son mariage, avait dit ma grand-mère avec sa sagesse de 80 ans. Et puis elle est arrivée. Béatrice, ma future belle-mère. Elle est entrée dans la suite nuptiale sans y être invitée, ses pas assurés, son parfum entêtant. J'aurais dû m'en douter. Son sourire était trop large, trop doux. Et derrière ses yeux, quelque chose s'agitait. Quelque chose de froid, de calculateur. Mais je ne l'ai pas vu à ce moment-là. « Puis-je parler à la mariée seule ?» demanda-t-elle, sur un ton qui n'admettait aucune contestation. Mes amis se sont regardés, mal à l'aise, mais ont hoché la tête et sont sortis de la pièce. Ma mère a hésité un instant. « Tout va bien, Hélène ?» m'a-t-elle demandé. « Oui, maman. Juste quelques minutes. » L'ai-je rassurée, pensant naïvement que Béatrice venait peut-être faire la paix, m'offrir un conseil maternel avant la cérémonie. Quand la porte s'est refermée, Béatrice a lentement tourné autour de la robe, l'examinant comme on évalue une marchandise. « Elle est jolie, » dit-elle enfin. « Quoique un peu simple pour la famille de Rochefort, tu ne trouves pas ?» Je pris une profonde inspiration. Je n'allais pas la laisser gâcher cette journée. « Mathieu va l'adorer », ai-je répondu, avec un sourire. Béatrice a ri doucement. « Mon fils a toujours eu des goûts particuliers. D'abord cette carrière de photographe au lieu de reprendre l'affaire familiale, et maintenant, elle m'a toisée de haut en bas. J'ai senti mon sang bouillir, mais je me suis contenue. Béatrice, je comprends que ce soit difficile pour vous, mais j'aime votre fils, et il m'aime. Rien ne changera cela. L'amour, dit-elle, avec dédain. L'amour ne paie pas les factures, ma chère. L'amour ne maintient pas un statut. Et quand Mathieu réalisera que tu as été une erreur, il sera trop tard. À ce moment, mon téléphone a sonné. C'était un message de Lucie. « Tout va bien ? Ça fait 10 minutes qu'on attend. » Je me suis rendu compte que je devais mettre fin à cette conversation. « Je dois me préparer », dis-je en me dirigeant vers la porte. « On se voit à la cérémonie. » Mais alors que je lui tournais le dos pour chercher mes chaussures,
Juste un instant, tout a basculé. J'ai d'abord entendu un cliquetis métallique. Puis, l'odeur m'a frappée. La fumée. C'est arrivé en quelques secondes. Et je n'ai rien pu faire pour l'arrêter. Mon cœur s'est arrêté. Je me suis retournée brusquement vers la robe pour la trouver enveloppée de flammes. Béatrice était là, un briquet à la main, les lèvres retroussées en un sourire, satisfait. « Maintenant, tu n'épouseras pas mon fils », siffla-t-elle, presque jubilatoire. Son rire, maniaque, amer, a résonné dans toute la pièce. Le feu dévorait la dentelle et la soie avec voracité, comme s'il haïssait lui aussi mon bonheur. J'ai crié, j'ai couru vers la robe en essayant de la sauver, mais la chaleur m'a repoussée. Les rideaux voisins ont commencé à prendre feu, également. La fumée a envahi la pièce en quelques secondes. « Au secours! Au feu !» ai-je hurlé désespérément en tentant de l'éteindre avec une carafe d'eau. La porte s'est ouverte brusquement et mes amis et ma mère sont entrés. Lucie a crié en voyant la scène. Ma mère, toujours pratique, a couru à la salle de bain et est revenue avec des serviettes mouillées. Mais il était trop tard. Ma robe a été réduite en cendres en quelques minutes, l'air épais d'une odeur de trahison et de tissu brûlé. Je ne pouvais plus respirer. Mes mains tremblaient. Mon monde a basculé. Je suis restée paralysée, regardant le symbole de tout ce que j'avais espéré disparaître en fumée. Alors je l'ai regardée. Vraiment regardée. Elle n'avait aucun remords. Elle était triomphante. Ses yeux brillaient de haine et de pouvoir. « C'était un accident », dit-elle avec une fausse inquiétude quand tout le monde la regardait, horrifiée. « Mon briquet, je ne sais pas comment... » « Menteuse », dit Lucie, qui avait tout filmé avec son téléphone depuis qu'elle était entrée. « J'ai tout enregistré, tu l'as fait exprès. » Le visage de Béatrice a pâli, un instant, mais elle a vite retrouvé son sang-froid. « Personne ne croira une gamine avec une vidéo montée de toutes pièces, » répondit-elle froidement. « Je suis Béatrice de Rochefort. Ma famille vit à Paris depuis des générations. Et vous, des commerçants de Lyon. » Je fis un pas, l'an vers elle, la pièce silencieuse à l'exception du crépitement des restes carbonisés de ma robe. Je l'ai regardée droit dans les yeux et j'ai murmuré « Tu le regretteras toute ta vie. » Elle n'a pas bronché. Elle a juste continué de rire. Le personnel du château est arrivé, alerté par la fumée. Nous avons rapidement expliqué ce qui s'était passé. Le directeur, horrifié, nous a offert une autre chambre pour nous ressaisir. « Madame de Rochefort, je vous demande de quitter les lieux, » dit-il fermement. « Vous savez qui je suis » répondit-elle indignée. « Parfaitement » rétorqua le directeur. « Et nous savons aussi reconnaître quand quelqu'un commet un délit dans notre établissement. » Tandis qu'on l'escortait dehors, Béatrice criait que tout était un malentendu, qu'elle parlerait à son fils, qu'elle annulerait le mariage. Je me suis effondrée dans un fauteuil, des larmes silencieuses coulant sur mes joues. Tout mon rêve, détruit. Ma mère s'est agenouillée devant moi. « Hélène, regarde-moi », dit-elle avec cette voix qui m'avait toujours donné de la force depuis l'enfance. « Cette femme veut te voir vaincue. Vas-tu lui donner ce plaisir ? Mais la robe, la cérémonie, tout est gâché, » ai-je sangloté. « Rien n'est gâché tant que tu es debout, » répondit-elle. « Ta grand-mère dit toujours que les femmes de notre famille ont le feu dans les veines. Eh bien, aujourd'hui, c'est le moment de le prouver. » Lucie, toujours impulsive, appelait déjà toutes les boutiques de mariage de Tours. « C'est impossible, » dit-elle, frustrée. « Aucune n'a de robe disponible pour aujourd'hui, même pas à louer. » Mon amie Chloé, qui était restée silencieuse, a soudain dit « J'ai une idée. Ma tante a une boutique sur la Grand Rue. Elle ne vend pas de robes de mariée, mais elle a des vêtements magnifiques. On pourrait improviser quelque chose. » La mère de Chloé a appelé sa sœur, qui a accepté d'ouvrir la boutique spécialement pour nous. « C'est une urgence de mariage », lui a-t-elle expliqué. Pendant ce temps, je débattais intérieurement. Devais-je appeler Mathieu, lui raconter ce que sa mère avait fait, annuler le mariage? Une partie de moi voulait fuir, me cacher, pleurer jusqu'à ne plus avoir de larmes. Mais une autre partie, la plus forte,
refusait de donner cette satisfaction à Béatrice. « Ne dites encore rien à Mathieu, ai-je finalement décidé. Pas avant la fin de la cérémonie. Aujourd'hui, c'est notre journée et rien ne la gâchera. » Le père Antoine, le prêtre qui devait célébrer la cérémonie, est venu nous voir quand il a appris l'incident. « Le mariage peut attendre, » dit-il avec compréhension. « Nous pouvons reprogrammer. »« Non, » ai-je répondu avec une détermination que je ne me connaissais pas. « La messe est prévue à 18h, et nous y serons, avec ou sans robe. » Le prêtre a hoché la tête, surpris mais admiratif. « Le mariage, ce n'est pas la robe, c'est l'engagement, » m'a-t-il dit avant de partir. Mes amis me regardaient avec étonnement. « Tu es sûre ?» demanda Anna, toujours la plus prudente du groupe. « Qu'est-ce que tu vas mettre ?»« Je ne sais pas, » ai-je admis. « Mais nous trouverons quelque chose. » Et c'est ainsi, avec l'odeur de fumée encore dans mes cheveux et des taches de cendre sur mes mains, que nous avons quitté le château pour nous rendre à la boutique de la tante de Chloé. La nouvelle de l'incident s'était déjà répandue parmi les invités, et dans toute la ville historique de Tours, les gens nous regardaient avec curiosité pendant que nous marchions dans ces rues pavées et étroites. La boutique de Monique, la tante de Chloé, était un petit trésor caché entre des bâtiments médiévaux. Quand nous sommes arrivés, elle nous attendait déjà avec du café et des viennoiseries. Le jour de mon mariage, il a tellement plu que le toit de l'église a fui et ma robe était trempée. Elle nous a-t-elle raconté en ouvrant la boutique. Je me suis mariée en dégoulinant, mais c'était la meilleure décision de ma vie. 30 ans plus tard, nous sommes toujours ensemble. On ne peut pas détruire quelqu'un qui a déjà traversé l'enfer. Mes amis paniquaient, proposant d'appeler la police, d'annuler le mariage, de tout raconter à Mathieu. Mais je ne voulais pas de chaos. Je voulais une vengeance. Élégante, inoubliable. Je leur ai demandé 20 minutes. Juste 20 minutes, ai-je dit, en parcourant les vêtements que Monique nous montrait. Parmi toutes les options, un ensemble de 2 pièces a attiré mon attention. Un pantalon palazzo en soie ivoire et un chemisier à encolure bateau du même ton, avec de petits détails brodés. Ce n'était pas une robe de mariée, mais c'était élégant, c'était blanc, et c'était suffisant. « C'est parfait », ai-je dit en prenant les vêtements. Monique a souri, comprenant exactement ce que je cherchais. « Attends », dit-elle en disparaissant dans l'arrière-boutique. Elle est revenue avec un morceau de dentelle ancienne, délicat et légèrement doré par les années. « C'était à ma grand-mère », expliqua-t-elle. « Je l'ai gardé pour une occasion spéciale. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le jour. » Avec des mains expertes, Monique et ma mère ont rapidement adapté la dentelle pour créer un petit voile qui se fixait avec des épingles à mon chignon. Pendant ce temps, Lucie avait couru chez un fleuriste voisin et était revenue avec un bouquet improvisé de roses blanches et de romarin. « Pour la bonne chance », dit-elle en me le tendant. Chloé, qui étudiait le design de mode, a récupéré un morceau de la dentelle qui avait survécu de la robe brûlée et l'a transformé en un bracelet que j'ai noué à mon poignet comme un brassard de défi. Quelque chose de vieux, quelque chose de neuf, quelque chose d'emprunté et quelque chose de bleu, a-t-elle récité en me mettant une épingle avec une petite pierre bleue sur le chemisier. C'était de ma grand-mère. Quand je me suis regardée dans le miroir, j'ai vu une femme qui avait été mise à l'épreuve et avait refusé de se briser. J'ai vu quelqu'un de plus fort que Béatrice ne pourrait jamais l'imaginer. Je n'étais pas la mariée de conte, de fée que j'avais prévu d'être. Mais il y avait quelque chose de puissant dans cette nouvelle version de moi-même. « Tu es magnifique », dit ma mère, les larmes aux yeux. « Et plus important encore, tu es là, debout, prête pour ton mariage. » L'horloge indiquait 17h30. La cérémonie commencerait dans 30 minutes, et la cathédrale Saint-Gatien de Tours n'était qu'à 10 minutes à pied. Nous avions le temps. Nous sommes sortis de la boutique avec une nouvelle énergie. Monique a refusé d'être payée. « Mon cadeau de mariage », a-t-elle insisté. « Va te marier la tête haute. » Les rues de Tours semblaient conspirer en notre faveur.
Le soleil de l'après-midi baignait la ville d'une lueur dorée, et les touristes s'écartaient instinctivement pour nous laisser passer, comme s'ils savaient que nous faisions partie de quelque chose d'important. À mesure que nous nous approchions de la cathédrale, mon cœur battait la chamade, non pas de nervosité, mais à cause du feu qui brûlait en moi. Les invités murmuraient déjà. La cérémonie avait été retardée. Certains me regardaient avec confusion en me voyant arriver sans la traditionnelle robe blanche. Et puis je l'ai vue. Béatrice était près de l'entrée, le visage maintenant pâle, réalisant que je n'avais pas fui, que je n'étais pas anéantie, et pour la première fois, son rire s'est arrêté. Nos regards se sont croisés un instant. Le sien rempli de surprise et d'incrédulité, le mien, de détermination silencieuse. « Prête ?» demanda mon père, qui m'attendait à la porte, ignorant tout le drame. Pour lui, c'était toujours le jour où il confiait sa fille à l'homme qu'elle aimait. Plus que jamais, ai-je répondu en prenant son bras. La musique a commencé. Les grandes portes de la cathédrale se sont ouvertes, révélant l'allée centrale, illuminée par des centaines de bougies et décorée de fleurs blanches. Au fond, près de l'autel, se tenait Mathieu. Son expression est passée de la nervosité à la surprise en me voyant, mais ce n'était pas de la déception que j'ai vue dans ses yeux. C'était de l'admiration. J'ai marché vers lui, la tête haute, consciente que chaque pas m'éloignait de la victime que Béatrice avait tenté de créer, et me rapprocher de la femme que j'étais vraiment. Forte, résiliente, invincible. À mi-chemin, j'ai remarqué que Mathieu cherchait sa mère du regard. Il l'a trouvée, et quelque chose dans son expression m'a dit qu'il se doutait que quelque chose s'était passé. Il était trop intelligent pour ne pas faire le lien. Mon changement de tenue, la tension dans l'air, l'absence de ma robe de mariée que je lui avais si souvent décrite avec enthousiasme. Quand je suis arrivée à ses côtés, il a pris mes mains dans les siennes. « Tu es sublime », a-t-il murmuré. Différente de ce que j'imaginais, mais encore plus belle. Il y a eu un petit contretemps avec la robe, ai-je répondu, essayant de garder mon sang-froid. Je te raconterai après. Maintenant, je veux juste t'épouser. Il a hoché la tête, m'embrassant le front. La cérémonie a commencé. J'ai prononcé mes vœux plus fort que ce que j'avais répété. Je voulais qu'elle entende chaque mot. Je voulais qu'elle voie l'amour qu'elle avait tenté de détruire, debout et solide. Les paroles de Mathieu m'ont fait pleurer. Elles m'ont rappelé pourquoi je m'étais tant battue pour être là. Pas pour la robe, pas pour les photos, pour nous. Du coin de l'œil, j'ai vu Béatrice, agitée sur son siège, son visage illisible. Pour la première fois, j'ai vu de la peur dans ses yeux. Pas peur de moi, mais peur de perdre le contrôle, parce qu'elle avait perdu. J'épousais son fils, et elle ne pouvait pas l'arrêter. Quand le père Antoine nous a déclarés mari et femme, la cathédrale a éclaté en applaudissements. Mathieu m'a embrassée avec une passion qui semblait vouloir effacer toute la douleur de la journée. Et ça a marché. Un instant, j'ai oublié la robe brûlée, le rire maniaque de Béatrice, le chaos des dernières heures. Il n'existait que nous deux, scellant une promesse qu'aucun feu ne pourrait consumer. En sortant de la cathédrale en tant que jeune mariée, le coucher de soleil sur Tours nous a accueillis avec une lumière rougeâtre qui teignait les pierres centenaires. Les invités nous lançaient des pétales et du riz, leur sourire sincère contrastant avec la tension des heures précédentes. La réception devait avoir lieu dans un restaurant avec vue sur la Loire. Alors que nous nous y dirigions dans une voiture décorée de fleurs, Mathieu a finalement demandé « Que s'est-il vraiment passé avec ta robe ?» Je pris une profonde inspiration. C'était l'heure de vérité. « Ta mère l'a brûlée », dis-je simplement. « Exprès, avec un briquet, nous avons la vidéo. » Son visage s'est transformé, passant de l'incrédulité à l'horreur, puis à une colère contenue que je n'avais jamais vue chez lui. « Ma mère a fait quoi ?» Sa voix était un murmure tendu, comme s'il craignait qu'en le disant à voix haute, cela ne devienne plus réel. Elle voulait empêcher le mariage, ai-je expliqué. Elle pensait que sans la robe, je m'effondrerais, que tout serait annulé. Mathieu est resté silencieux un long moment,
ses mains serrant le volant si fort que ses jointures sont devenues blanches. « Je suis tellement désolée, Hélène, dit-il finalement. Je savais qu'elle avait du mal à t'accepter, mais je n'aurais jamais imaginé. C'est impardonnable. Je ne voulais pas gâcher notre journée. En te le disant, ai-je avoué. Mais tu mérites de savoir la vérité. » Il a arrêté la voiture sur le côté de la route, se tournant pour me regarder directement. « Tu m'as épousée après que ma mère a brûlé ta robe de mariée, » dit-il, comme pour mesurer l'ampleur de ce qui s'était passé. N'importe qui d'autre se serait enfui. J'ai souri légèrement. Je suppose que j'ai le feu dans les veines, comme dit ma grand-mère. L'amour ne brûle pas si facilement. Mathieu a redémarré la voiture, mais son esprit semblait ailleurs. « Nous devons lui parler, » dit-il finalement. « Ça ne peut pas en rester là. »« Pas aujourd'hui, » ai-je répondu en posant ma main sur la sienne. « Aujourd'hui, c'est notre journée. Demain, nous déciderons quoi faire avec Béatrice. » Il a hoché la tête, mais la tension n'a pas quitté ses épaules. Quand nous sommes arrivés au restaurant, le soleil se couchait sur la Loire, baignant tour de tons orangés et dorés. C'était une vue si magnifique que j'en ai oublié tout le drame un instant. Le restaurant, un ancien moulin reconverti, avait une terrasse qui semblait flotter sur l'eau. Nos invités étaient déjà là, un verre à la main, discutant joyeusement. En nous voyant arriver, ils ont éclaté en applaudissements. Mon père, toujours l'âme de la fête, avait déjà pris le micro pour annoncer notre arrivée. « Les mariés !» cria-t-il avec cette voix qui pouvait remplir un stade sans amplification. « Hélène et Mathieu de Rochefort !» Alors que nous passions parmi les invités, recevant des étreintes et des félicitations, j'ai cherché Béatrice du regard. Elle n'était nulle part. « Ta mère ?» ai-je commencé à dire. « Elle ne viendra pas », a répondu Mathieu fermement. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit qu'après ce qu'elle avait fait, elle n'était pas la bienvenue. J'ai été surprise par sa décision. Mathieu avait toujours été respectueux envers sa mère, même quand elle se comportait de manière impossible. « Tu es sûr ?» ai-je demandé. « Absolument », a-t-il dit. « Personne ne gâche le plus beau jour de ma vie et ne s'en tire impunément, pas même ma mère. » J'ai ressenti un mélange de soulagement et de culpabilité. Je ne voulais pas être la cause d'une rupture familiale, mais je ne pouvais pas non plus ignorer ce que Béatrice avait fait. « Nous lui parlerons plus tard », ai-je concédé. « Peut-être qu'avec le temps ?» Mathieu a secoué la tête. « Du temps, c'est ce qu'elle a eu, Hélène. 2 ans pour t'accepter, pour voir à quel point tu me rends heureux. Et au lieu de ça, elle a essayé de détruire notre mariage. » Sa voix s'est légèrement brisée. « Je suis tellement désolée. » Je l'ai serré fort dans mes bras. « Ce n'est pas ta faute, » ai-je murmuré contre sa poitrine. « Et nous sommes là, non? Nous sommes mariés. Nous avons gagné. » Il a souri pour la première fois depuis que je lui avais raconté ce qui s'était passé. « Tu as raison. Nous avons gagné. » Le dîner s'est déroulé sans incident. La nourriture était exquise. Magret de canard, velouté de saison, fromages locaux, et le vin coulait à flots. Mon père a prononcé un discours émouvant qui a fait pleurer la moitié des invités, y compris Mathieu. Le père de Mathieu, divorcé de Béatrice depuis des années, a également pris la parole, s'excusant de l'absence de son ex-femme, avec une vague excuse de malaise soudain que personne n'a cru, mais que tout le monde a apprécié. Quand est venu notre tour de danser la première valse, Mathieu m'a tenue comme si j'étais la chose la plus précieuse au monde. « Tu sais ?» m'a-t-il dit alors que nous tournoyions au rythme de la musique. « Quand je t'ai vue entrer dans la cathédrale, j'ai pensé que tu n'avais jamais été aussi belle. » Avec cet ensemble improvisé, ai-je demandé, incrédule. « Précisément pour ça, » a-t-il répondu. « N'importe qui peut être belle dans une robe de créateur. Mais toi, tu brillais de quelque chose qu'aucune robe ne peut donner. De la détermination, du courage. » Ces mots m'ont ému plus que n'importe quel compliment sur mon apparence. « Je t'aime », ai-je dit simplement. « Et moi aussi, plus que tout. »
La nuit a avancé entre les danses, les rires et les conversations. Ma nouvelle belle famille, oncles, cousins, amis de Mathieu, venait faire plus ample connaissance. Beaucoup ont commenté le changement de tenue, et Lucie, incapable de se retenir, leur racontait ce qui s'était passé à voix basse. Les réactions allaient de l'horreur à l'admiration pour ma résilience. La tante Sophie, sœur aînée de Béatrice et apparemment très différente d'elle, m'a serré fort dans ses bras quand elle l'a appris. « Je suis tellement désolée, ma chère », m'a-t-elle dit. Béatrice a toujours été difficile, mais ça, c'est inexcusable. Elle a toujours été comme ça ? Ai-je demandé, curieuse de mieux comprendre la femme qui me méprisait tant. Sophie a soupiré. Béatrice a toujours eu besoin de tout contrôler. Quand Antoine, le père de Mathieu, l'a quittée, quelque chose s'est brisé en elle. Mathieu est devenu sa seule priorité, sa possession la plus précieuse. Mais il n'est pas une possession, ai-je dit, plus pour moi-même que pour Sophie. Exactement, a-t-elle acquiescé. Et tu es la première femme qui lui a vraiment fait comprendre. Ces mots m'ont donné une nouvelle perspective. Peut-être que Béatrice ne me détestait pas spécifiquement, mais plutôt ce que je représentais. L'indépendance de Mathieu, sa capacité à prendre ses propres décisions. Alors que la fête battait son plein, Mathieu m'a pris par la main et m'a emmené dans un coin tranquille de la terrasse. La rivière coulait silencieusement sous nous, et les lumières de Tours brillaient au loin. « Je veux renouveler nos vœux », a-t-il dit soudainement. « Quoi ? Nous venons de nous marier il y a quelques heures. » Ai-je ri. « Je sais. Mais je veux le refaire. Sans le drame, sans l'ombre de ce qui s'est passé. Juste nous deux, disant ce que nous ressentons vraiment. » J'ai compris ce dont il avait besoin. Un moment non contaminé par les actions de sa mère. « D'accord. » ai-je accepté. Là, sous les étoiles, avec seulement la rivière pour témoin, nous avons échangé des vœux improvisés mais sincères. Mathieu a parlé de ma force, de combien il m'admirait plus que jamais. Je lui ai promis d'être toujours à ses côtés, de le soutenir dans ses décisions, y compris les plus difficiles qu'il aurait à prendre concernant Béatrice. Au fait, a-t-il dit quand nous avons eu fini, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. J'ai refusé le poste dans l'entreprise familiale. J'ai été surprise. Mathieu se débattait depuis des mois entre accepter un poste de direction dans l'entreprise de construction de sa famille ou poursuivre sa carrière de photographe indépendant. « Quand as-tu décidé ça ?» ai-je demandé. « Ce matin », a-t-il avoué. « Avant que tout cela n'arrive. Je l'ai dit à ma mère quand elle est venue, me voir avant la cérémonie. C'est peut-être pour ça qu'elle était si furieuse. » J'ai pris son visage entre mes mains. « Tu es sûre ? C'est ce que tu as toujours voulu, mais je sais aussi combien de pression tu as subi. Je n'ai jamais été plus sûre de quoi que ce soit, » a-t-il répondu, « sauf de t'épouser. » Nous nous sommes longuement embrassés, comme pour sceller un nouveau pacte entre nous. Quand nous sommes retournés à la fête, j'ai senti que quelque chose avait changé. Nous n'étions plus seulement deux personnes qui s'étaient mariées malgré les difficultés. Nous étions un couple qui avait affronté sa première grande crise ensemble et en était sorti plus fort. La soirée a continué jusqu'à l'aube. Nous avons dansé jusqu'à en avoir mal aux pieds, porté des toasts jusqu'à en perdre la voix. Et lorsque les premiers rayons de soleil ont commencé à poindre à l'horizon, nous avons dit au revoir aux derniers invités. Épuisés mais heureux, nous sommes montés dans la suite nuptiale que le restaurant nous avait préparée. En ouvrant la porte, nous avons été accueillis par une chambre remplie de pétales de roses et de bougies. Sur le lit, une enveloppe. Mathieu l'a ouverte, curieux. « C'est de ma tante Sophie », dit-il en lisant la note. Elle dit qu'elle a parlé à ma mère, qu'elle est dévastée par ce qu'elle a fait, qu'elle veut s'excuser. Sa voix était neutre, mais j'ai remarqué un léger tremblement dans ses mains. « Qu'est-ce que tu penses faire ?» ai-je demandé doucement. Mathieu a posé la note sur la table de chevet. « J'y penserai demain. Aujourd'hui, je veux juste être avec toi. » Tout secret finit par être révélé. Le lendemain du mariage, nous nous sommes réveillés tard. Le soleil de Tours était déjà haut. Quand j'ai ouvert les yeux,
trouvant Mathieu éveillé, me regardant avec un mélange d'amour et d'inquiétude. « Bonjour, Madame de Rochefort », a-t-il murmuré en m'embrassant le front. J'ai souri à mon nouveau nom. Il sonnait encore étrange, comme une robe qu'il fallait ajuster pour qu'elle soit complètement à moi. « Bonjour », ai-je répondu. « Ça fait longtemps que tu es réveillé ?»« Un moment », a-t-il admis. Je réfléchissais. Je n'avais pas besoin de demander à quoi. La note de Sophie était toujours sur la table de chevet. Un rappel silencieux que la réalité attendait en dehors de notre bulle de jeunes mariés. « Je veux voir la vidéo », a-t-il finalement dit. J'ai hoché la tête, prenant mon téléphone. Lucie m'avait envoyé l'enregistrement la veille. Il était bref mais dévastateur. Béatrice, le briquet à la main, l'approchant délibérément de la robe, son sourire lorsque les flammes ont commencé à dévorer le tissu. Mathieu la regardait en silence, son visage devenant de plus en plus pâle. Quand ce fut terminé, il a posé le téléphone et s'est levé, marchant vers la fenêtre. Son dos était une ligne tendue de rage contenue. « Nous devons lui parler », dit-il, sa voix presque méconnaissable. « Aujourd'hui même. » Nous avons appelé Béatrice depuis la chambre. Elle a répondu à la première sonnerie, comme si elle avait attendu notre appel. Nous avons convenu de nous voir dans 1 heure au café de l'hôtel où elle logeait, à quelques minutes de notre château. Pendant que nous nous préparions, Mathieu a à peine parlé. Je le connaissais assez pour savoir qu'il mettait de l'ordre dans ses pensées, se préparant à une confrontation qu'il n'aurait jamais imaginé avoir. Le café de l'hôtel Saint-Jean était un espace élégant mais intime, avec peu de tables occupées à cette heure de la matinée. Béatrice était déjà là quand nous sommes arrivés, assise dans un coin discret, avec une tasse de café intacte devant elle. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans en une journée. Son maquillage habituellement impeccable était minimal, et ses yeux, toujours froids et calculateurs, étaient rougis. Elle s'est levée en nous voyant, un geste plus automatique que sincère. Mathieu ne s'est pas approché pour l'embrasser, comme il le faisait normalement. Il s'est contenté de s'asseoir en face d'elle, m'indiquant de m'asseoir à côté de lui. « Mathieu, Hélène, » commença-t-elle, la voix faible. « Nous avons la vidéo, » l'interrompit Mathieu en posant mon téléphone sur la table. « De ce que tu as fait avec la robe d'Hélène. » Béatrice ferma brièvement les yeux, comme si le simple fait de l'entendre était douloureux. « Je sais. Sophie me l'a dit. » « Pourquoi ?» demanda Mathieu, allant droit au but. « Pourquoi ferais-tu une chose pareille ?» Béatrice regarda autour d'elle, comme si elle cherchait une issue. N'en trouvant pas, elle soupira profondément. « Ce n'était pas planifié. Quand tu as refusé le poste dans l'entreprise, quelque chose en moi s'est brisé. J'ai pensé que c'était son influence. » Elle me regarda brièvement. « Qu'elle t'avait convaincu d'abandonner tout ce que nous avions construit pour toi. »« C'était ma décision, » répondit fermement Mathieu. « Hélène ne m'a jamais poussé dans une direction ou une autre. »« Je sais. Maintenant je le sais, » admit Béatrice. Mais à ce moment-là, j'étais si en colère, si blessée. Le briquet était dans mon sac. Je l'ai sorti pour fumer. Et soudain, tu as décidé de brûler la robe de mariée de ma femme ? La voix de Mathieu monta légèrement en volume, faisant se retourner quelques personnes, aux tables voisines. Béatrice se recroquevilla visiblement. « Je n'ai aucune excuse, » dit-elle finalement. « Ce que j'ai fait est impardonnable. Je le sais. »« Sais-tu ce qui aurait pu se passer ?» continua Mathieu. « Le feu aurait pu se propager. Quelqu'un aurait pu être blessé. Tu aurais pu aller en prison. »« Je sais, » répéta-t-elle, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. « J'y ai pensé toute la nuit, à ce que j'ai failli faire, à ce que j'ai perdu. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et pour la première fois, j'ai vu au-delà de la femme manipulatrice et autoritaire que j'avais connue. J'ai vu quelqu'un de brisé, quelqu'un qui avait misé toute son identité sur son fils et ne savait pas comment le laisser partir. Ce que vous avez perdu, c'est le mariage de votre unique fils.
dis-je, rompant mon silence. Un moment que vous ne retrouverez jamais. Béatrice hocha la tête, incapable de me regarder dans les yeux. Je suis tellement désolée, Hélène. Je sais que ces mots ne signifient rien après ce que j'ai fait, mais j'ai besoin de les dire quand même. Mathieu sortit alors quelque chose de sa poche. C'était une petite clé USB. Voici la vidéo. La seule copie numérique, mentit-il, car il savait que Lucie et moi avions des sauvegardes. Et voici ma condition, maman. Si tu veux continuer à faire partie de ma vie, de notre vie, j'ai besoin que tu comprennes qu'Hélène est ma femme maintenant. Ma famille, ma priorité. Béatrice prit la clé USB avec des mains tremblantes. Je comprends, dit-elle doucement. Et j'ai besoin que tu cherches de l'aide, continua Mathieu. Une thérapie. Ce que tu as fait n'est pas normal. Ce n'est pas sain. Je m'attendais à de la résistance, à une défense acharnée. Mais Béatrice hocha simplement la tête. J'ai déjà pris un rendez-vous, avoua-t-elle, pour mon retour à Paris. Il y eut un long silence. Aucun de nous trois ne savait quoi dire ensuite. Finalement, ce fut moi qui parlais. Je ne vais pas prétendre que je vous pardonne, dis-je avec honnêteté. Je ne peux pas encore. Mais je suis prête à essayer pour Mathieu, parce que je l'aime, et je sais qu'il vous aime aussi. Béatrice me regarda avec surprise, ne s'attendant clairement à aucune concession de ma part. « Merci », murmura-t-elle. « Cela ne signifie pas que tout est réglé », précisa Mathieu. « Nous avons besoin de temps, d'espace. »« Bien sûr », répondit-elle rapidement. « Tout le temps dont vous aurez besoin. » Nous nous sommes levés pour partir, la conversation étant clairement terminée. Mais avant de partir, Béatrice me prit la main, un geste si inattendu que j'ai failli reculer. « Hier, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, » dit-elle, la voix brisée. « J'ai vu mon fils plus heureux que jamais, te regardant marcher vers lui dans cette cathédrale. Pas dans une robe de créateur, mais avec des vêtements improvisés et la tête haute. Et j'ai compris que, jamais, même avec tout mon argent et mon influence, je ne pourrais lui donner ce que tu lui donnes simplement en étant qui tu es. » Ces mots me coupèrent le souffle. C'était la chose la plus proche d'une bénédiction que j'aurais jamais attendue d'elle. « Merci de m'avoir dit ça, » ai-je répondu sincèrement. Nous sommes sortis du café en silence, marchant, main dans la main sous le soleil de Tours. Ce n'est que lorsque nous fûmes loin de l'hôtel que Mathieu parla. « Crois-tu qu'elle a vraiment changé ?» demanda-t-il, sa voix chargée d'un mélange d'espoir et de doute. « Je ne sais pas, » ai-je répondu honnêtement. « Mais je crois qu'elle veut essayer. Et c'est déjà quelque chose. » Nous nous sommes arrêtés au belvédère, contemplant la ville qui avait été témoin de notre mariage, et maintenant de ce fragile début de réconciliation. Tours, avec ses remparts centenaires et ses rues étroites, semblait nous rappeler que même les structures les plus solides ont besoin d'entretien, de soins et parfois de reconstruction. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» ai-je demandé en posant ma tête sur son épaule. Mathieu a souri pour la première fois depuis qu'il avait vu la vidéo. « Maintenant, Madame de Rochefort, nous partons en lune de miel. Majorque nous attend. » C'était vrai. Notre vol partait cet après-midi même de Paris. Une semaine sur les plages de Majorque, loin du drame et des tensions familiales. « Et après ?» ai-je insisté. « Après, nous construisons notre vie jour après jour. Ensemble, a-t-il répondu en m'embrassant doucement. Et nous laissons ma mère prouver par des actes, et pas seulement par des mots, qu'elle veut vraiment en faire partie. » J'ai hoché la tête, satisfaite de sa réponse. Ce n'était pas une fin parfaite, mais c'était réel. Et après tout ce que nous avions traversé, le réel valait plus que le parfait. Elle pensait mettre fin à mon histoire. Elle n'a fait qu'en commencer une meilleure. 6 mois après notre mariage, Mathieu et moi nous étions installés dans un petit mais lumineux appartement dans le quartier du Marais, à Paris, assez près du centre pour que Mathieu puisse se rendre facilement à ses séances photos, assez loin de la maison de Béatrice pour maintenir une saine distance. Les choses avaient changé progressivement. Béatrice, fidèle à sa parole, avait commencé une thérapie. Une fois par mois,
Nous nous retrouvions pour dîner. Au début, les rencontres étaient tendues, remplies de silences gênants et de conversations superficielles. Mais avec le temps, quelque chose a commencé à changer. Nous n'étions pas amis, nous ne le serions probablement jamais, mais un respect mutuel grandissait entre nous. « Hélène, puis-je te demander quelque chose ?» m'a-t-elle dit un jour, alors que Mathieu était allé chercher le dessert dans la cuisine de notre appartement. « Bien sûr, » ai-je répondu, méfiante. « Penses-tu parfois à ce jour-là ? À ce que j'ai fait ?» C'était la première fois qu'elle mentionnait directement l'incident depuis notre conversation à Tours. J'ai envisagé de mentir, de dire que j'avais oublié, mais j'ai décidé d'être honnête. Parfois, ai-je admis, moins que tu ne le penses. Mais oui, parfois je m'en souviens. Elle a hoché la tête, comme si ma réponse confirmait quelque chose qu'elle savait déjà. J'y pense tous les jours, a-t-elle avoué. Ma thérapeute dit que ça fait partie du processus. Affronter ce que j'ai fait, ne pas le fuir. Je ne savais pas quoi répondre, alors je suis restée silencieuse. Il y a quelque chose que je veux te donner, a-t-elle poursuivi en sortant une enveloppe de son sac. Ce n'est pas pour compenser, je sais que rien ne le pourrait, mais c'est quelque chose que je veux que tu aies. J'ai pris l'enveloppe avec curiosité. À l'intérieur, il y avait un chèque d'un montant considérable et une carte. La carte disait simplement « Pour quand vous serez prêt à renouveler vos vœux. Avec tout mon amour, Béatrice. » Je l'ai regardée, surprise. Je ne comprends pas. Je sais que Mathieu et toi avez parlé de renouveler vos vœux pour votre premier anniversaire. Il m'en a parlé. Je veux que vous ayez la cérémonie que vous méritez. Celle que j'ai gâchée. Mathieu est revenu à ce moment-là avec le flan maison qu'il avait préparé, interrompant notre conversation. Mais ce soir-là, après le départ de Béatrice, je lui ai montré le chèque et la carte. « Qu'en penses-tu » ai-je demandé, incertaine de mes propres sentiments à ce sujet. Mathieu y a longuement réfléchi. « Je pense qu'elle est sincère », a-t-il finalement dit. « Et je pense que c'est sa façon d'essayer de réparer l'irréparable. » Devrions-nous accepter ? Ai-je insisté. Cela dépend de toi, Hélène. C'est toi qui as été la plus blessée ce jour-là. J'y ai pensé pendant des jours. Une partie de moi refusait d'accepter quoi que ce soit de Béatrice, comme si le faire signifiait pardonner l'impardonnable. Mais une autre partie comprenait le geste pour ce qu'il était. Non pas un pot de vin, mais une tentative sincère de réparer une erreur qu'elle savait ne jamais pouvoir effacer complètement. Finalement, j'ai pris une décision. J'ai appelé Béatrice et l'ai invitée à prendre un café. Juste nous deux. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café près de mon travail à la bibliothèque municipale. « J'ai réfléchi à ton offre », lui ai-je dit après les salutations initiales. « Tu n'as pas à décider maintenant », a-t-elle répondu rapidement. « L'argent sera là quand vous en aurez besoin. »« Il ne s'agit pas de l'argent », ai-je précisé. Il s'agit de ce qu'il représente. Et j'ai décidé que oui, Mathieu et moi renouvellerons nos vœux pour notre anniversaire. Mais je ne veux pas d'une grande cérémonie ni de quoi que ce soit d'ostentatoire. Ce que vous voudrez sera parfait, a-t-elle assuré. Ce que je veux, ai-je poursuivi, c'est que ce soit quelque chose d'intime. Juste la famille proche et les amis. Et je veux que vous soyez là, Béatrice. Pas comme la mère du marié qui tolère la mariée, mais comme quelqu'un qui soutient vraiment notre union. Ses yeux se sont remplis de larmes, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. « Tu es sûre ?» demanda-t-elle. Sa voix à peine un murmure. « Non », ai-je répondu avec honnêteté. « Mais je pense que c'est la bonne chose à faire, pour nous tous. » Et ainsi, 1 an après notre mariage mouvementé, Mathieu et moi avons renouvelé nos vœux lors d'une petite cérémonie sur la plage de Cassis, un village côtier que nous aimions tous les deux. Cette fois, je portais une robe simple mais magnifique, blanc cassé, avec de petits détails en dentelle et sans fioritures inutiles. J'avais un petit morceau de la dentelle originale cousu dans la doublure, un rappel silencieux de ce qui avait survécu. Nous nous sommes mariés pieds nus sur le sable au coucher du soleil, entourés d'amis qui avaient été à mes côtés quand cela comptait. Ma famille était là, bien sûr, ainsi que quelques amis de Mathieu, et Béatrice,
assise au premier rang, avec un sourire sincère que je ne lui avais jamais vu auparavant. Après la cérémonie, pendant la petite réception dans un restaurant face à la mer, Béatrice s'est approchée de moi pendant que Mathieu dansait avec ma mère. « Merci », dit-elle simplement. « Pourquoi ?» ai-je demandé. « De m'avoir donné une seconde chance, de me permettre de voir mon fils si heureux, d'être assez forte pour ne pas laisser ma faiblesse vous détruire. » Je l'ai regardée, vraiment regardée, et j'ai vu une femme différente de celle que j'avais connue 2 ans plus tôt. Il y avait en elle une vulnérabilité, une humanité qu'elle cachait auparavant derrière des couches de contrôle et de perfection. Et même si je n'oublierai jamais ce qu'elle avait fait, je me suis rendu compte que je ne la craignais plus. En fait, je ressentais quelque chose de proche de la compassion. « Tout le monde mérite une seconde chance », ai-je répondu. « Même vous. » Plus tard dans la soirée, alors que Mathieu et moi marchions sur la plage sous les étoiles, j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé depuis ce matin fatidique à Tours. « À quoi penses-tu » demanda Mathieu, remarquant mon silence. « À comment quelque chose de si terrible peut mener à quelque chose de bon » ai-je répondu. « Si ta mère n'avait pas brûlé ma robe, nous n'aurions probablement jamais eu cette conversation sur les limites et le respect. Nous serions restés dans le même schéma dysfonctionnel. » Mathieu hocha la tête, pensif. Il faut parfois une crise pour provoquer un réel changement. Exactement. Et même si je ne la remercierai jamais pour ce qu'elle a fait, je peux apprécier les leçons que nous en avons tirées. « Et quelles sont ces leçons, Madame de Rochefort ?» demanda-t-il avec un sourire. « Que le véritable amour ne se résume pas à des robes parfaites ou à des cérémonies impeccables. Il s'agit d'être ensemble, même lorsque tout s'effondre autour de vous, de se relever après chaque coup plus fort qu'avant. » Il m'a attiré vers lui, m'embrassant sous la lune. « Je t'aime, Hélène, chaque jour un peu plus. »« Et moi aussi, » ai-je répondu. « Malgré ta mère, » ai-je ajouté avec un petit rire. « Malgré tout, » a-t-il corrigé. Maintenant, avec le recul, je comprends que Béatrice n'a pas seulement été la méchante de notre histoire. Elle a été, à sa manière tordue, un catalyseur pour quelque chose de plus profond. Ses actions nous ont forcés à définir qui nous étions en tant que couple, à établir des limites claires dès le début, à nous battre pour ce qui comptait vraiment. Elle pensait mettre fin à mon histoire en mettant le feu à ma robe. Mais en réalité, elle ne faisait qu'allumer l'étincelle d'une histoire meilleure, plus forte, plus réelle. Une histoire où je n'étais pas la princesse dans une robe parfaite, mais une femme qui affrontait l'adversité la tête haute. Et tandis que je marchais sur cette plage, le sable entre mes doigts et l'homme que j'aimais à mes côtés, je savais avec certitude, elle regretterait ce qu'elle a fait pour le reste de sa vie, et je ne la laisserai jamais me définir. Car au final, ce ne sont pas les flammes que je retiendrai de mon mariage, mais comment, des cendres de cette robe brûlée, a émergé quelque chose d'incassable, quelque chose qu'aucun feu ne pourrait jamais consumer. Notre amour, notre famille, notre avenir.